Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jacques Moussafiri. Monsieur Jacques Moussafiri, vous êtes le patron de MTSI, Consulting International, une société de conseil et d'organisation et système d'information basée à Paris. Pouvez-vous brièvement nous parler de votre société? Qu'est-ce qu'elle fait ici en Europe, en France, et aussi ses relations avec l'Afrique, particulièrement la RDC, bien sûr. Donc MTSI est une société de conseil basée à Paris qui a pour objectif d'aider les entreprises et les institutions à se transformer, aussi bien au niveau organisationnel que management, et encore aussi au niveau système d'information et technologie. Voilà. Très bien. Donc, vous apportez un peu de votre savoir-faire que vous avez acquis ici. Dites-moi, vous pouvez parler un peu de votre parcours ici en France, parce que vous êtes le patron, il y a le parcours derrière. Bon, je suis ingénieur, j'ai une double compétence. Je suis diplômé de l'école supérieure d'ingénieur en génie électrique et CIGELEC, et aussi de l'école nationale supérieure de télécommunications, Subtélécom Paris. Donc l'ENST Paris, ce qu'on appelle l'ENST Paris. Je me suis spécialisé en management de systèmes d'information à l'ESSEC, où j'ai préparé une thèse sur la réconfiguration des processus de gestion. Voilà. Après mes études, j'ai commencé ma carrière dans la recherche et enseignement, donc au CNRS et à l'Académie de Rouen, avant d'intégrer le groupe Eiffage, qui est un leader européen de BTP. 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 collaborateurs. Donc j'y ai occupé des fonctions importantes pendant une vingtaine d'années. Je suis rentré en tant qu'ingénieur d'affaires dans une filiale, la Société des Travaux Électriques de Normandie au départ, où j'ai occupé des fonctions de directeur, responsable du département d'automatique et d'informatique industrielle. Donc on offrait des services aux clients en fin de compte. Donc, pendant 8 ans, je me suis occupé de projets de développement industriel. Et j'avais pour clients des industries françaises, Renault, RVI, mais aussi dans les infrastructures. Le port autonome du Havre, par exemple. J'étais chef de projet de l'automatisation du terminal minéralier à Paris, les ADP, les aéroports de Charles de Gaulle, donc Roissy 2F. J'étais chef de projet aussi de l'informatisation du tri-bagages. Dites-moi, vous êtes entre des avions, Paris, Kinshasa, plusieurs pays en Afrique. Comment les Africains voient-ils vos compétences? Est-ce qu'ils utilisent vos compétences ou bien ils vous rejettent par rapport à vos diplômes? Vous êtes bardé de diplômes, ils disent voilà, non, il va prendre notre place. Voilà. Comment ça se passe, les rapports? Est-ce qu'il y a un rapport de force entre... Bon, justement, en fin de compte, j'ai pratiquement fait toute ma carrière en France. Et donc, pour terminer, donc après, je suis devenu le directeur de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information du groupe Eiffage, de la holding. Je m'occupais des 10 pays, dont 2 pays africains. Donc 10 pays européens et 2 pays africains. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que je suis rentré en contact avec l'Afrique. Donc vous êtes parti avec le carnet d'adresse pour faire votre affaire personnelle? C'est-à-dire Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on ne fait rien sans connaissance, sans... c'est avec les personnes avec lesquelles vous avez travaillé que vous pouvez travailler. Donc, en tant que directeur de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information du groupe Eiffage, j'ai travaillé avec des entreprises africaines, oui, bien entendu. Donc, on s'est connus, on s'est appréciés. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Oui. Alors, le rapport, je parlais rapport de force entre les gens qui sont en RDC, qui sont aussi compétents, ou en Afrique, bien sûr. Comment ça se passe, comment le rapport? Ça dépend. Parfois, ça se passe très bien. Parfois, ça se passe mal, comme ici.
pendant ma longue carrière en France. D'ailleurs, je continue parce que mon entreprise continue à travailler en France. On a des clients avec lesquels ça se passe bien et des clients avec lesquels ça se passe pas bien. Mais nous, on est là pour aider les entreprises. Donc, on essaye de se mettre à leur niveau avant de les amener vers où nous voulons aller. Alors, quel est le pays qui est beaucoup plus ouvert par rapport à certains qui sont fermés, le pays qui veulent, où le niveau est très élevé en termes de management? Quel est Je pense que c'est ou anglo-saxon ou bien francophone? Oui, ce sont les pays anglo-saxons. C'est des pays comme le Ghana, le Botswana, même la Tanzanie. Ce sont des pays où, effectivement, il est plus facile d'avoir des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Et en RDC, parce qu'on a remarqué au niveau du dernier rapport de l'UNESCO, on voit qu'il y a des problèmes graves en RDC, les écoles qui ne sont pas viables, les diplômes ne sont pas viables. Comment travaillez-vous avec la RDC? Le niveau est élevé, comment voyez-vous? C'est ça le comble, c'est que le problème, la RDC est un des pays qui avait une main-d'œuvre qualifiée dans les années 60, un des pays qui avait le taux les plus élevés de main-d'œuvre qualifiée. Et ensuite, après, le Zaïre a fait beaucoup d'efforts pour former ses cadres. Et aujourd'hui, dans les années 70-80, ces cadres sont partis. La plupart en Afrique du Sud, d'autres en Europe, etc. Et donc la plupart des ingénieurs de la GECAMI sont en Afrique du Sud, les médecins, etc. Donc il faut comment dire, encourager le mouvement inverse. Il faut que les jeunes cadres congolais reviennent pour prendre en charge leurs responsabilités. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question est simple. Vous utilisez beaucoup la langue de bois, vous êtes un politicien, peut-être. Vous voulez peut-être préserver non, pas du tout. vos affaires en RDC. Allez-y. Oui, mais simplement, le niveau est comment en RDC? C'est ce que je vous ai expliqué. Le niveau, il est bas. Voilà. Une seule raison, c'est que les cadres sont partis. Tout le monde est parti. Pendant des années, il n'y avait plus personne pour assumer et la responsabilité dans les entreprises, comme la GECAMI, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que la GECAMI, à un moment donné, elle ne fonctionnait plus, parce qu'il manque des cadres. Mais cet Hortin est venu, il a complètement morcelé la GECAMI. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, pas seulement la GECAMI, beaucoup d'autres. Oui, mais parce que vous avez fait référence à la GECAMI, alors je parle de la GECAMI. Bon, pour passer à autre chose, l'Afrique aujourd'hui, la France lorgne sur l'Afrique avec de multiples rapports. Il y a le premier rapport Bockel, je ne sais pas si vous avez lu ces rapports de 501 pages, parlant d'une impulsion par rapport à l'Afrique, des entreprises françaises qui investissent en Afrique. Il y a plus de 62 000 entreprises. Il y a le dernier rapport, j'ai vu sur votre site aussi, M. Védrine, que vous l'avez bien affiché, M. Védrine, qui est un ancien diplomate professionnel, apprécié par beaucoup d'ailleurs. Il est aussi auteur d'un rapport en relation avec Bercy. Que pensez-vous de tous ces rapports-là? Est-ce que la France est en retard et veut récupérer sa place en Afrique parce qu'elle avait rejeté l'Afrique? Que pensez-vous? Oui, je pense que la France doit changer son logiciel. Pendant longtemps, elle a basé sa politique sur un précaré en voulant brider certains gouvernements et les affaires. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a d'autres partenaires qui viennent en Afrique, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et qui ont changé les relations d'affaires. Donc la France doit changer sa façon de concevoir les relations avec l'Afrique. Oui. Il y a un aspect fondamental que Hubert Védrine a mis l'accent, c'est libéraliser l'obtention de visa. Parce que ça pose un problème évident aujourd'hui avec les chefs d'entreprise qui veulent travailler avec les Français qui sont ici, et pour obtenir un visa, ça devient un réel problème. Pouvez-vous nous expliquer comment un chef d'entreprise qui vit en RDC peut travailler avec l'Europe? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de gestion de visa, gestion de partenariat? Est-ce qu'au niveau affaires, comment ça se présente? Oui, bien sûr, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué pour des petites structures, des jeunes chefs d'entreprise qui créent
des entreprises innovantes et qui souhaitent justement entrer en relation avec des partenaires étrangers, entre autres en France. Oui, ça pose un problème. C'est pour ça d'ailleurs que ces jeunes entrepreneurs congolais se tournent souvent vers l'Afrique du Sud. Alors, il y a une analyse extraordinaire de la Chine. Les BRICS aussi sont en Afrique. L'avenir du continent, c'est le BRICS aussi, parce qu'on voit ces pays émergents, commençant par le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, les 5 pays, si je m'abuse, ont damé le pion aux Occidentaux, avec une nouvelle vision pour l'Afrique, de ces rapports gagnant-gagnant. Est-ce que ces rapports gagnant-gagnant existent vraiment-ils entre les BRICS et certains pays africains? Oui, je pense qu'ils ont changé les relations entre l'Afrique et les partenaires extérieurs. Pendant longtemps, tout s'est passé, tout était politique, tout était bridé. Aujourd'hui, les pays comme émergents, comme le Brésil, même la Turquie, ont amené une autre forme d'échange. Et la France devrait s'en inspirer. Et d'ailleurs, je pense que il y a les deux continents, l'Afrique et l'Europe, sont deux continents complémentaires, mais qui ont vécu longtemps dans une relation de dominé-dominant. Il faudra changer ces relations pour que ça profite à tout le monde. L'Afrique est un continent qui sera la zone de croissance des 30 prochaines années, 6% en 2014. La France, 1%. Donc l'Afrique a besoin de se transformer, de transformer ses entreprises, ses institutions. Et donc elle a besoin des pays d'Europe, et l'Europe a besoin de la croissance de l'Afrique. Voilà. Donc il faut trouver une autre forme de relation entre ces deux continents. Vous parlez de croissance, pardonnez-moi de vous couper, parler de croissance. En RDC, on voit la croissance monte une flèche incroyable, exponentielle. Il y a 8,3%, je crois, en Angola, ça monte à 9,2%. Il y a d'autres pays africains qui sont à des chiffres. Oui. À des chiffres, oui, ça commence à aller à des chiffres, mais on ne voit pas ça à travers la population, à travers le panier de la ménagère. Comment on peut traduire cela? Voilà, donc c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de créer une entreprise comme MTC International Consulting. Pourquoi? Parce que nous voulons aider les entreprises africaines et les institutions à se transformer, donc à changer leur leur processus de gestion, de façon à devenir plus efficace. Et donc, lorsqu'une entreprise devient efficace, a des processus fluides, eh bien, elle peut se permettre d'embaucher, d'engager des personnes, et donc l'emploi ne pourra venir que si, justement, cette croissance profite aux entreprises qui se solidifient, qui se restructurent. Alors, sans des entreprises viables, il n'y a pas d'emploi. Donc la croissance, elle n'a d'intérêt que si elle permet à ces entreprises justement de se restructurer et de créer de l'emploi. En 2013, on a vu ce qui s'est passé en RDC. Vous faites beaucoup la RDC. Est-ce que l'image, la photographie aujourd'hui de la RDC peut permettre à un chef d'entreprise d'aller investir dans ces pays? Vous savez, pendant longtemps, le Congo a toujours été considéré comme un pays à risque. Donc il est rouge sur tous les tableaux, même de la COFAS par exemple. Mais en même temps, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Et aujourd'hui, qui attire beaucoup d'investisseurs. Le danger, c'est qu'elle n'attire que des prédateurs. Donc il faut faire très attention. Je pense que pour qu'elle attire des entreprises viables qui peuvent justement investir à long terme, il faudrait que la gouvernance s'améliore. Tout à fait. Oui, ça s'améliore. Et effectivement. Donc le climat des affaires aussi s'améliore. Oui, effectivement. On parlait du climat des affaires. La RDC, c'est un pays où on trouve un nombre important de banques. Et il y a un dernier rapport qui est sorti
est alarmant, bien entendu. La société civile en RDC a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a de banques qui ne sont pas de banques offshore qui brassent en fait une mafia et ça rend ces pays-là fragiles. Est-ce que vous avez fait en fait un travail pour voir si ces banques-là c'est des banques viables pour l'économie du Congo? Bon, je n'ai pas fait d'études par rapport aux banques, hein, mais je pense qu'il n'y a pas que dans les banques. Dans toutes les pans de l'économie, il y a des risques à ce que les prédateurs ou des entreprises de blanchiment d'argent. Je ne voulais pas utiliser ces termes, hein, j'étais prudent de ne pas l'utiliser. Non, tout à fait. C'est des choses qui peuvent facilement arriver. C'est pour ça que l'État doit se restructurer. L'État doit s'organiser de façon à faire face à ces défis. C'est des défis importants auxquels l'État congolais devra faire face. On parle beaucoup de non-État en RDC. Par rapport à vos multiples voyages, vous avez votre entreprise installée en RDC, vous travaillez, vous faites l'honneur de la diaspora, parce que quand on parle de la diaspora, c'est toujours cette image de gens qui font des chapeaux. Enfin, on a besoin de tout le monde hein, pour travailler, mais l'image assez biaisée. Et aujourd'hui, vous êtes en RDC. Est-ce qu'il y a bon espoir que les Congolais qui sont ici, qui ont la matière, puissent aller travailler dans ces pays? Pour moi, c'est un devoir. En fin de compte, je vous ai expliqué mon parcours. Hein. J'étais directeur d'un grand groupe en France. J'ai fait le choix de rentrer dans une structure qui pourrait travailler entre la France et l'Afrique, et particulièrement entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement entre la France et le Congo. Donc, je pense que le Congo a besoin de ses enfants qui sont partis et qui ont évolué ailleurs, comme les Japonais l'ont fait à l'ère Meiji, comme les Coréens l'ont fait, comme les Ghanéens le font aujourd'hui. On a besoin de la diaspora, et c'est le brassage entre les Congolais de la diaspora et les Congolais sur place qui fera que ce pays va s'en sortir. J'en suis persuadé. Mais le travail qui est fait, je ne suis pas là à jeter la pierre sur ces régimes, ce gouvernement, mais on ne voit pas les rapprochements de ce gouvernement avec la diaspora. On ne voit pas. Il y a eu un ministère de la diaspora qui a failli. Et aujourd'hui, la diaspora regarde ce gouvernement-là d'être très loin. Il y a une certaine opposition. Croyez-vous vraiment ce discours que vous entretenez aujourd'hui, qui vous entretenez aujourd'hui, c'est un discours qui peut convaincre le Congolais de rentrer? Parce que moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux façons d'agir dans la vie. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par déduction ou un raisonnement par induction. Il faut les deux. C'est donc un changement par le haut ou un changement par le bas. Il faut une pression, il faut que la diaspora fasse une pression sur nos autorités pour que les choses aillent dans le sens où nous voulons qu'elles aillent. On ne peut pas attendre que ça tombe du ciel. Donc moi je pense que les Congolais de la diaspora doivent s'organiser pour prendre leurs responsabilités. Vous avez pris les risques d'aller en RDC. C'était un risque peut-être calculé. Vous aimez bien ce pays, effectivement. Dernièrement, quand je vous ai vu à Paris, lors de la rencontre avec le marraine de Maître Reti, vous avez ramené toute votre famille là, à Paris. Il y a eu l'intervention de votre fille. Et vous avez dit qu'elle part aussi en RDC pour avoir le lien avec ces pays. Croyez-vous que le peuple congolais, de la diaspora, le gens de la diaspora, l'intelligentsia de la diaspora, doit faire cette démarche pour permettre à cette génération de connaître... Oui, bien sûr, parce que moi j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de méconnaissances, d'une part comme de l'autre. On parle souvent par des on-dit. Je pense qu'il faut aller voir les réalités sur place et juger sur les faits. Dans l'autre sens aussi, la méfiance dont vous parliez tout à l'heure
Elle est dans les deux sens. Hein. Donc il faut que les gens apprennent à se connaître. Il faut que nos enfants connaissent leur culture. Il faut que nos enfants connaissent leur pays. Et c'est comme ça qu'ils pourront avoir une vision de ce qu'ils pourront faire demain pour sortir ce pays dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Parce que ce pays est tombé plus bas que terre. Donc il faut le relever. Il y a le dernier rapport de Human Rights Watch de 2013 qui montre du doigt, qui pointe du doigt le gouvernement congolais. Les violations graves des droits de l'homme, confiscation du pouvoir et une petite oligarchie qui gère ces pays, l'assassinat des journalistes. Vous savez, quand la liberté d'expression est bafouée, et tout ça, ça pose un réel souci. Et on a vu le drame du mois de décembre. Tout cela, ça ne dure pas quelque chose de bien pour que la diaspora puisse se permettre d'aller dans ce pays. Vous savez, moi je donne toujours comme exemple les États-Unis d'Amérique, qui est devenue la grande puissance d'aujourd'hui. Elle a été bâtie par des cow-boys, des gens qui avaient une arme d'un côté et là où de l'autre. Après avoir massacré les Indiens, bien entendu. Tout à fait, exact. C'est un pays qui s'est construit dans la violence. On ne peut pas attendre devant sa télé que les choses changent pour en profiter. Donc chacun doit amener sa pierre. C'est multiforme. Ça peut être au niveau social. Il y a des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des acteurs économiques. Mais chacun doit amener sa pierre, sa contribution. Ça peut se faire dans la violence ou dans la concertation. Mais ce serait mieux que ça se fasse dans la concertation. Il y a eu concertation. Mais ces concertations ont été complètement... Bon. Vous savez, le résultat, vous connaissez les résultats. Or, les accords cadres, je ne veux pas rentrer dans un domaine politique avec vous parce que vous êtes un businessman. Vous faites vos affaires en RDC. Je ne souhaite pas que vous soyez indexé en RDC parce qu'on parle de la liberté d'expression. Il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression. Il y a des hommes politiques, opposants politiques qui sont emprisonnés d'une manière assez arbitraire. En regardant bien de près, il y a les échéances électorales qui s'approchent. Comment voyez-vous tout cela? Est-ce qu'on a l'espoir de se retrouver avec un pays où les investisseurs vont avoir l'envie d'investir? Alors, pour stabiliser, c'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais pour stabiliser un pays, il y a deux façons. Vous savez, lorsqu'on n'a rien à perdre, on fait tout pour que ça ne marche pas. Lorsqu'on a quelque chose à perdre, eh bien, on fait tout pour que ça marche. Donc, plus il y aura d'investissements, plus... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé il y a des fonds de vautours, s'il y a des vrais investissements, eh bien, les gens feront tout pour que leur investissement soit pérenne et soit sécurisé. Et donc, c'est là où on amène la paix. Et dans ce cas-là, évidemment, les pressions vont s'exercer sur ceux qui ne veulent pas que ce pays se stabilise. Donc c'est toujours ce que je vous avais dit, déduction, induction. Ce n'est jamais toujours dans un sens, c'est les deux. Il faut que les investissements se fassent, et elles se font aujourd'hui. Hein. Il faut aller au Congo aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements. Le tout, c'est que nous espérons que ces investissements soient des investissements... pas toxiques, voilà, comme on dit. Voilà. Il faut que ça soit des investissements qui vont déboucher demain sur la création d'emplois. Voilà. Et c'est ça qui va stabiliser ce pays. Et qui va jouer aussi sur la politique. Alors, le Fonds monétaire, vous parlez politique, l'investissement, tout ça. Le Fonds monétaire, pour terminer, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, donne son quitus à ces gouvernements de mettre à pognon parce qu'il y a eu l'excédent. Comme je dis, on ne le voit pas au niveau de panier de la ménagère. Il faut combien de temps pour que ça redémarre, pour que cette classe sociale, la classe moyenne, puisse sortir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut transformer nos entreprises et nos institutions. Il faut absolument que les entreprises soient fiables pour qu'elles puissent embaucher. Et c'est ça qui crée des emplois. La croissance, dans un sens, c'est une bonne chose. Tous les indicateurs macroéconomiques qui sont positifs aujourd'hui, c'est une bonne chose. Le fait que l'inflation soit réduite à 1%, c'est une bonne chose. Parce que le pouvoir d'achat des gens reste stable. Lorsqu'on gagne $1, eh bien, demain, ça sera toujours $1. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut que ça se transforme en emploi.
pour que ça se transforme en emploi, il faut que nos entreprises changent, se transforment aussi, deviennent plus compétitives, apprennent de meilleures règles de gestion, fluidifient leur processus de gestion, etc. etc. Voilà. Alors, au niveau de la Banque centrale, on voit ce travail qui est fait pour rendre la monnaie congolaise assez forte, pérenne, une monnaie qui peut permettre l'échange. Et en sortant de la dollarisation, que voyez-vous si on sort vraiment de ces carcans-là, qu'on doit toujours montrer ces billets verts? Mais c'est une bonne chose. Comment dire, je n'aime pas employer les termes dédollarisation de l'économie congolaise, mais le fait que la monnaie nationale soit utilisée pour les échanges, pour les transactions, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Alors, à condition qu'elle reste stable. À condition, bien entendu. C'est le cas aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, très bien. Alors, pour terminer, votre vision par rapport à votre entreprise, vous l'avez développée à Kinshasa, particulièrement à Kinshasa, où vous avez quelques ramifications ou quelques filiales, dans plusieurs régions. Non, en fin de compte, l'entreprise, c'est une entreprise de droit français, donc basée à Paris, et avec le siège à Normandie. Nous participons à des projets en Afrique, au Burkina Faso, demain en Angola. Les gens intègres en Angola, au Burkina Faso, hein? Oui. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Justement, au Burkina Faso, la Société nationale d'électricité est en train aussi de se restructurer, donc elle a fait appel à nos compétences pour l'aider à l'accompagner dans l'élaboration du système directeur des systèmes d'information. Voilà. L'Angola. L'Angola, où il y a un bond extraordinaire au niveau de l'économie, où la population commence à récupérer les dividendes de cette politique. Tout à fait. La stabilité, c'est la redistribution, bien entendu. Pourra commencer maintenant. Dans la mesure où Mais vous fouillez la RDC, pas du tout. Pas du tout. Donc, au contraire, le pied en Afrique, ça sera à Kinshasa. Nous avons choisi Kinshasa pour nous installer. Et à Kinshasa, nous sommes là pour aider les institutions et les entreprises, publiques comme privées, à se transformer et à devenir plus efficaces. Et notre rôle, c'est de mettre en relation ces entreprises avec les entreprises horizontales et aussi, en dehors de notre cœur de métier dont j'ai parlé tout à l'heure, nous représentons aussi des groupes européens en Afrique, et entre autres au Congo. On représente un grand groupe italien, un grand groupe français, qui travaille dans l'infrastructure, donc la fabrication de portiques. Métalliques automatiques. Tout à fait, le Congo a besoin de 60 ports fluviaux. Il faut les équiper, tous ces ports. Ce qui permettra justement parce que nos fleuves, ce sont nos autoroutes. Mais il faudra les baliser, il faudra les équiper de façon à ce que la circulation soit fluide et permette justement les échanges entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Pour terminer, un message à la diaspora, les gens qui veulent investir en RDC, où les gens sont assez... Ils ne sont pas assez, comme on dit, téméraires à investir là-bas, ils sont un peu frileux. Enfin bon, quel est le message lancerez-vous à ces investisseurs potentiels qui veulent investir en RDC en définitive? Parce que vous faites quand même comme on dit, l'honneur de la diaspora. Je fais quand même cette parenthèse, parce que souvent la diaspora est décriée, souvent la diaspora est montée de doigt en disant que voilà, cette diaspora-là, c'est diasporie, etc., etc. Là, on se trouve qu'il y a des gens d'une grande compétence qui sont ici dans cette diaspora. Oui. Alors, le message. Le message, c'est que nous devons échanger avec nos compatriotes et nos collègues du Congo, soit en travaillant avec eux, soit en s'installant en RDC. C'est primordial. Prenons l'exemple de nos amis ghanéens qui ont bien réussi ces mariages entre les entrepreneurs de la diaspora et les entrepreneurs ghanéens locaux. Très bien, nous allons terminer
cette note d'optimisme par rapport à RDC, mais il y a quand même des inquiétudes par rapport à ce qu'il y a eu comme rapport, par rapport à ce qu'on a vu tout le long de 2013 en RDC. Ça ne donne pas trop envie d'aller investir, mais comme c'est votre pays, notre pays, il est évident d'aller tenter cette expérience, voir. Et comme je disais tout à l'heure, d'essayer de changer les mentalités en termes des affaires aussi. Merci à vous, merci à mes téléspectateurs. Voilà. Et, un mot de la fin que vous pouvez dire, parce qu'il me semble que vous êtes un homme heureux, une famille qui va tout le temps en RDC. Est-ce que vous avez des complications quand vous arrivez à l'aéroport en RDC? Dites-moi comment ça se passe. Pas plus aujourd'hui qu'avant. Bon, non, je ne vais pas mentir en disant que j'ai des complications, mais il y a toujours des problèmes, pas forcément à l'aéroport, hein, mais il y a toujours comment dire, des complications dans les administrations, c'est des choses qui arrivent. C'est ce guichet unique pour la création d'entreprises. Est-ce que c'est valable encore en RDC? Non, ça vient d'être mis en place. Oui. Donc c'est tout nouveau, oui. Oui, est-ce que ça fonctionne? Oui, mais je pense que c'est sur la durée qu'on va comment dire, le valider. Dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas beaucoup gagné de place sur la liste de Doing Business. Oui, donc c'est sur la durée. On n'a pas pratiquement le dernier. Voilà, c'est sur la durée qu'on va pouvoir l'évaluer. Il ne suffit pas de le mettre en place. Il faut que ça, comment dire, ça soit quelque chose de normal et naturel. Lorsqu'on veut créer une entreprise, eh bien, il ne faut pas des mois pour créer une entreprise. Normalement, c'est en 3 jours. 3 jours, tout ça. Voilà. Et donc, ça a été mis en place il n'y a pas longtemps, donc laissons voir les choses. Oui, laissons voir les choses. Alors, quand vous êtes en RDC, vous créez autour de vous une citadelle, parce qu'il y a de Koulouna autour. Comment faites vous avez un mur de 3 mètres de long? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il ne faut pas non plus... vous savez, le Kinshasa a toujours été une ville, depuis longtemps, une ville très sûre, malgré les problèmes. Mais ces derniers temps, il y a eu un phénomène effectivement très difficile de banditisme. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On vous souhaite une bonne continuation, que les choses se présentent bien. Faites un bon chiffre d'affaires en RDC? On l'espère. Mais pour le moment, ce n'est pas... Comment dire, c'est plutôt nos affaires en France qui financent nos affaires au Congo. Oui, voilà, très bien. C'est toujours la même chose d'ailleurs, toujours le même discours. Hein. Très bien, alors... Mais on espère inverser. Le plus rapidement possible. Parce que notre but, c'est quand même de travailler à 80% d'Afrique et 20% en France. En attendant les prochaines élections, après les élections, on pourra peut-être espérer mieux. Je ne vous le fais pas dire. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci.